Alors tout le plaisir est pour moi pour animer cet atelier sur le trouble mnésique chez le sujet âgé. Alors donc nous sommes devant donc une assistance de médecin généraliste et qui s'intéresse à la personne âgée, j'imagine. Nous avons également un gériatre avec nous, Dr Hind Akley, qui travaille justement à Tanger et qui gère le centre l'EHPAD à Tétouan, de personnes âgées. Donc c'est intéressant d'échanger avec vous et d'aborder ce sujet qui personnellement me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que vous le constatez très bien, notre population âgée vieillit. L'espérance de vie au Maroc maintenant est de pratiquement 76 ans. Le nombre de personnes âgées au Maroc qui dépassent 60 ans est pratiquement de 3 200 000. C'est énorme. Et ce taux va doubler en 2030. Donc dans 12 ans, ce nombre de personnes âgées va doubler. La question qui se pose maintenant, c'est de distinguer une plainte mnésique qui pourrait être considérée comme normale ou habituelle d'une plainte mnésique pathologique. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce symptôme. Pourquoi? Les plaintes mnésiques, ça peut être une situation passagère qu'on peut gérer, ce sont de stress, d'anxiété. Ça peut être une pathologie qu'on peut traiter et qui peut disparaître. Le symptôme peut disparaître, comme ça peut être une pathologie démentielle et qu'il va falloir diagnostiquer rapidement. La démence évolue à bas bruit et malheureusement, quand la personne commence à perdre son autonomie, la démence est déjà constituée et le traitement devient de plus en plus difficile, la prise en charge de plus en plus difficile et l'accompagnement des aidants nécessite un grand effort de notre part et de la part de la société également. Alors juste pour vous dire que le monde a célébré le 1er octobre la journée mondiale du sujet âgé et le 21 septembre c'était la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors sur ce topo-là, on va parler un petit peu des troubles mnésiques. Quand est-ce que ces troubles mnésiques sont habituels? Quand est-ce que ces troubles mnésiques, comment ils sont déjà, ou la mémoire, comment elle est influencée par d'autres facteurs? Et quelles sont les situations qui devraient nous inquiéter pour dire que ces troubles mnésiques ne sont pas normaux, que ça peut être le début d'une démence? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et je vais terminer mon topo par quelques cas cliniques. Donc, la mémoire est un processus créateur, c'est important, elle crée des souvenirs, on ne peut pas vivre sans mémoire, mais le fait également d'oublier de temps en temps, c'est une bonne chose. Déjà, le fait d'oublier, on va dire que c'est quelque chose de naturel, mais c'est bien d'oublier de temps en temps des choses, des situations stressantes, des situations émotionnelles, des situations qu'on a mal vécues. C'est bien qu'on les oublie, parce que si on reste branché dans ces souvenirs qui sont mal vécus, donc ça va faire un frein dans notre vie et ça va perturber notre qualité de vie. Donc la mémoire, on oublie de temps en temps, c'est bien, mais il ne faut pas trop oublier. Quand les oublis commencent un petit peu à déranger, à se répéter, à retentir sur notre qualité de vie, là, il faut s'inquiéter. Donc c'est une situation qui est tout à fait normale. Elle est essentielle pour la vie intellectuelle et sociale de la personne. Et les troubles mnésiques, c'est la perception subjective d'un moins bon fonctionnement de la mémoire. Alors, qui c'est qui oublie? Beaucoup plus c'est les femmes. On ne sait pas pourquoi, peut-être c'est parce que les femmes sont en plus de stress, en plus de travail, de situations stressantes dans leur vie, de responsabilité. On vieillit plus avec l'âge. Quand on dépasse 85 ans, ben, pratiquement une personne sur 4 commence à avoir des oublis importants. Et les oublis, ça fait partie également du niveau éducationnel. C'est important de faire travailler notre mémoire, parce que si on ne fait pas travailler notre mémoire, ben, on aura des oublis de plus en plus fréquents. Alors, c'est quoi, en fait, ce qu'on a l'habitude de voir, les plaintes mnésiques habituelles? Ça nous arrive, nous tous, d'oublier où est-ce qu'on a déposé des objets,
d'oublier un petit peu le nom de personnes. On a vu quelqu'un, ça fait 1 an ou 2 ans, on ne se rappelle plus de son prénom. Ça nous arrive, nous tous, où on passe dans un coin, on est déjà passé là, on commence à se poser la question, mais c'est des choses qui sont tout à fait habituelles. Parfois on a des difficultés pour retenir certaines choses qui viennent de se passer, mais là aussi, quand c'est léger, c'est tout à fait normal. Quand est-ce que ça commence un petit peu à déranger, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand ça retentit sur la vie quotidienne de la personne. Là, ça commence un petit peu à déranger, il faut faire attention. Ça retentit sur l'autonomie sociale. Et il nous arrive souvent de recevoir des gens en consultation. Je pense que vous avez aussi ces situations, vous les avez assez souvent. C'est une personne qui vient vous voir parce que vous dit, docteur, je commence à oublier, est-ce que ce n'est pas le début du mal d'Alzheimer? Il commence à s'inquiéter, lui-même, la personne elle-même commence à s'inquiéter, ou l'entourage qui s'inquiète. Alors là, une étude qui a été faite en 97, qui dit qu'une plainte mnésique sans déficit objectif, une plainte mnésique normale, mais qui se répète, pourrait exposer à avoir des troubles de la mémoire. Bon, le risque est multiplié par 3. Mais quand vous avez un déficit, quand vraiment ça commence un petit peu à retentir sur la qualité de vie, là, le risque est plus important, il est multiplié par 6. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est très important pour les troubles ou le processus mnésique. Il y a 3 étapes essentielles pour retenir une information. La première étape, c'est l'encodage. Alors, c'est quoi l'encodage? On fait appel à notre perception. On voit, on entend, on touche. On a une information, on l'a encodée. Après, il y a le stockage. On stocke cette information dans notre mémoire. C'est au niveau de la région hippocampique, au niveau d'une région temporale du cerveau, que cette information est stockée. Et ensuite, on récupère, quand on a besoin de se souvenir d'une information, on la fait ressortir. Voilà, donc la saisie de l'information, c'est l'encodage. Le maintien de l'information, c'est le stockage. Et la recherche et l'évocation de l'information qu'on va faire ressortir, c'est la récupération. Donc c'est ces 3 étapes qui sont fondamentales, qui sont importantes. Et dans les troubles mnésiques, c'est une de ces étapes qui seront touchées, soit dans la démence, soit dans la dépression ou l'anxiété. C'est une de ces phases-là qui seront touchées. On en reparlera tout à l'heure. Alors chez la personne âgée, c'est habituel, on l'a dit, d'avoir quelques troubles mnésiques. C'est surtout dû à des troubles de stockage. L'attention est souvent divisée. Une personne âgée, si vous lui demandez de retenir une information, ça sera un petit peu difficile s'il fait 2 ou 3 choses en même temps. La personne âgée a besoin de se concentrer pour retenir une information. Si vous avez la télé à côté, les enfants qui sont en train de courir, les bruits, et vous lui demandez de retenir une information, ça va être difficile. D'accord ? Par contre, par rapport à un sujet plus jeune. Donc il faut que l'ambiance soit plus calme, l'information se fait d'une manière facile et pratique. Il peut y avoir bien sûr un trouble du stockage et des difficultés de rappel. Donc, ça, on l'a dit, les 3 étapes, c'est quelque chose qu'on peut avoir d'une manière habituelle. Et l'indissage et la reconnaissance sont bien préservés. Maintenant, ce qui est intéressant, le vieillissement de la mémoire est propre à chaque individu. C'est important. Cette plaque est très intéressante. Pourquoi? Notre mémoire, soit qu'on va la préserver, soit qu'on va travailler pour avoir une bonne mémoire dans les années à venir, soit que malheureusement, elle sera touchée par des facteurs intercurrents. L'âge, on n'y est pour rien. On va tous vieillir, Inch'Allah. Mais bon, maintenant, on aimerait bien avoir 85 ou 86 ans ou 90 ans et avoir une bonne mémoire. On a des exemples dans notre vie quotidienne de rencontrer des gens âgés et qui ont une parfaite mémoire. Il y a même des gens qui ont des grandes responsabilités, vous les connaissez, c'est pas la peine de citer des noms, 85, 86 ans. Il y a même un président de République qui a 88 ans, ou je ne sais pas. Voilà, donc être âgé, c'est ça disons, le bémol de la question. Il ne faut pas se dire que c'est normal d'oublier avec l'âge. Il oublie et c'est l'âge. Non, quand il commence à oublier, quand ça commence un petit peu à déranger, à être dérangé lui-même et à être dérangé par son entourage, là, il faut se poser la question. Deuxième
point important, le niveau éducationnel, c'est très important. Quand le niveau éducationnel est élevé, on a moins de risques de développer des troubles de la mémoire. C'est comme un sportif. Un sportif, il fait de l'éducation physique, de l'exercice physique, il renforce sa musculature, son appareil locomoteur, et donc il se sent mieux en forme par rapport à une personne âgée qui ne lit pas, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Le mode de vie, c'est important. Une personne âgée qui bouge, qui est bien entourée par ses proches, il n'est pas dans des situations d'isolement et tout ça, ça c'est important pour lui. Les facteurs génétiques, il y a des maladies, enfin des prédispositions génétiques qui pourraient parfois être responsables de certaines maladies démentielles, ça c'est connu. Les facteurs psychoaffectifs, on a dit, les gens qui vivent dans des situations difficiles de solitude, de dépression à répétition, sont beaucoup plus à risque d'avoir des troubles de la mémoire. La prise de médicaments, on en reparlera tout à l'heure, les médicaments, ça agit sur notre mémoire. Il faut faire très attention à ce qu'on prescrit comme médicaments, surtout les somnifères, les neuroleptiques et d'autres molécules qu'on citera tout à l'heure. Et les problèmes de santé, vous savez très bien que certaines maladies cardiovasculaires, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, sont des maladies cardiovasculaires et ces maladies, ils sont des facteurs de prédisposition aux maladies neurodégénératives. Et donc ça peut toucher notre mémoire. Donc ça c'est intéressant, c'est à nous un petit peu de préparer notre bonne mémoire en prenant en considération tous ces facteurs. Alors, les facteurs de modulation, on a dit un petit mot tout à l'heure, psychologique, l'anxiété, la dépression, tous ces éléments-là font ou vont altérer notre mémoire. Les gens qui sont dépressifs, ils ont des difficultés pour se rappeler, ils ont des problèmes de concentration, ils se rappellent moins bien que les gens qui sont normaux. Les gens anxieux aussi, les gens qui ont de l'insomnie, qui ne dorment pas bien, donc là aussi, ils ont des difficultés pour se rappeler, on en rencontre assez souvent. Les prises de médicaments, les psychotropes, faire très attention à nos prescriptions, et surtout avec nos prescriptions de benzodiazépines. On prescrit beaucoup de benzodiazépines pour des durées parfois indéterminées, et ça a été démontré, les benzodiazépines altèrent notre mémoire et sont même incriminés dans la pathologie démentielle, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Donc, benzodiazépines surtout, attention, c'est pour une petite période, une petite dose, et il va falloir l'arrêter le plus tôt possible. Les neuroleptiques, les antidépresseurs aussi peuvent toucher notre mémoire. Les opiacés, les médicaments antidouleurs, j'ai assisté tout à l'heure au topo sur la prise en charge de la douleur par les morphiniques, il faut faire attention aux morphiniques, aux opiacés. Quand on les prescrit, toujours, ça a été dit, il faut commencer par de petites doses, toujours de petites doses et augmenter par palier. Jamais de fortes doses. Même en France, il y a le tramadol, on fait de la titration pour le tramadol. Il y a des doses beaucoup plus faibles que les 37,5 qu'on a chez nous, en association avec le paracétamol, des doses encore plus faibles. Le tramadol est souvent très mal toléré, ça donne des syndromes confusionnels chez le sujet âgé. Jamais de tramadol à 50 mg dès la première prescription. Donc toujours par de petites doses. La codéine aussi, ça peut donner des troubles mnésiques. Alors l'anesthésie, vous avez tous assisté à des gens âgés qui ont été opérés, d'accord? Et juste après l'intervention, ils vous font un syndrome confusionnel. Vous avez vécu cette situation, j'imagine. D'accord. Eh bien, sachez que c'est possible. L'anesthésie, elle touche nos facultés cognitives. Et donc, les gens qui font un syndrome confusionnel, ça peut se voir, mais c'est un facteur péjoratif. Les gens âgés qui vont faire leur entrée dans un syndrome confusionnel après une intervention chirurgicale, il faut les surveiller de près. Ça peut être une entrée dans la pathologie démentielle. D'accord. Une maladie d'Alzheimer peut-être qui évolue à bas bruit. Donc il y a quelques symptômes, peut-être qu'on ne prête pas attention, mais suite à une anesthésie générale ou même anesthésie locale, arachéanesthésie, pardon. Même arachéanesthésie, donc ça peut être un facteur d'entrée dans le syndrome confusionnel et par la suite il faut faire très attention. Donc les produits d'anesthésie, il faut toujours, c'est pour ça qu'on le dit, qu'une personne âgée qui va se faire opérer, l'anesthésiste doit faire attention à ses prescriptions,
toujours par de petites doses, et une surveillance post-opératoire est recommandée. Souvent, on a eu des cas de malades qui ont été opérés pour leur fémur, pour une prothèse, ou ils ont fait une intervention chirurgicale viscérale. Ils rentrent dans la confusion, ça prend beaucoup de temps, on les met sous neuroleptique, ils les mettent en rétention, la déshydratation. Il faut faire très attention à nos prescriptions médicamenteuses. Les facteurs de modulation, on l'a dit tout à l'heure, la perception c'est important. Hein. On a dit pour l'encodage de l'information, il faut voir, il faut avoir une bonne qualité de vision. L'audition aussi c'est important. Il faut faire des petites choses, mais qu'on peut corriger et qui peuvent améliorer notre qualité de vie. D'accord. Donc c'est important de faire attention quand la perception est mauvaise, on retient moins bien l'information. Il y a certaines carences vitaminiques, on en parlera tout à l'heure, et l'alcool bien sûr est nocif pour l'état de mémoire. Les maladies cardiovasculaires, on en a parlé, le diabète c'est un facteur prédictif dans la pathologie démentielle. Et donc là on a terminé la première partie sur la plainte mnésique habituelle, sur les facteurs qui interviennent sur cette plainte mnésique. D'accord. Et ce qu'il faut faire pour éviter l'aggravation de notre mémoire. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer sur la deuxième partie de mon exposé? Parce qu'après, il y aura quelques cas cliniques. Parce que c'est quand même... j'imagine qu'on ne vous parle pas assez souvent comme ça de plainte mnésique, de faire la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et donc, en guise d'introduction, il fallait absolument insister sur certains points essentiels avant de voir d'autres détails. Oui. Oui. Intellectuel. Oui, bien sûr. La démence n'épargne personne. Personne n'est épargné. On a des exemples de présidents, de grands acteurs, de sportifs, et qui sont touchés par la démence. Sauf que le fait de travailler sa mémoire, ben ça prévient la dégradation de notre mémoire. C'est important. C'est comme un muscle. Quand vous faites travailler un muscle, il est bien hypertrophié, il fonctionne bien, il est moins exposé, on va dire, à la sarcopénie. Par contre, quelqu'un qui ne fait pas travailler sa mémoire, ben sa mémoire va se dégrader rapidement. Mais bien sûr, bien sûr, personne n'est épargné par la pathologie démentielle, ça c'est sûr. Oui. Vous avez parlé de certains antihypertenseurs qui peuvent provoquer des troubles de la marque. Quel type d'antihypertenseurs? Alors, les antihypertenseurs, d'une manière générale, ce qu'on prescrit, nous, et ce qu'on préfère chez le sujet âgé, avant de répondre à votre question, parce que c'est important de parler un petit peu des antihypertenseurs chez le sujet âgé, ce qu'on préfère en gériatrie, chez la personne âgée, c'est l'amlodipine et les diurétiques thiazidiques. D'accord. On peut également donner un ARA2 ou un IEC quand la fonction rénale le permet. Ce qu'on évite, et effectivement ce qui donne le plus de problèmes neurologiques, c'est les antihypertenseurs centraux. On continue toujours à avoir des prescriptions d'antihypertension centraux. Ce n'est pas la peine de citer les noms, malheureusement. C'est des médicaments qui donnent de l'hypotension orthostatique, qui peut donner également un syndrome confusionnel. Et donc, c'est essentiellement cette molécule-là, les antihypertenseurs centraux. Mais quand vous prescrivez, ayez une préférence pour ces molécules amlodipine ou diurétiques thiazidiques. Oui. Pour le vieillissement de la mémoire, est-ce qu'il faut entretenir la mémoire à partir d'un certain âge, c'est-à-dire essayer d'apprendre, essayer de... ou là, plus on travaille, plus on l'épuise. Eh bien, notre mémoire, c'est une très bonne question. Notre mémoire, c'est un bébé qu'il va falloir bien éduquer et prendre soin de lui. Parce que s'il est en bonne santé par la suite, il sera productif, il sera bien fonctionnel, on va dire. Donc, la mémoire, comment on l'entretient? Par la lecture. C'est très important. Toutes les tâches qu'on a l'habitude de faire, des choses faciles, bouger, l'activité ménagère, le jardinage, et puis un élément important, le sport. Ça a été démontré par des études que l'activité physique fait augmenter même, on va dire, la capacité de notre mémoire à travers notre hippocampe.
il y a des études de neurobiochimie qui ont démontré que notre hippocampe, je vous ai parlé au début de l'hippocampe, c'est là où c'est préservé la mémoire, que notre hippocampe est bien préservé par l'activité physique. Donc, numéro 1, l'activité physique. C'est très important. Numéro 2, c'est notre mode de vie. Il faut faire attention, une alimentation bien équilibrée, voilà, éviter tout ce qui est nocif pour notre état de santé. La lecture, c'est très important. Malheureusement, maintenant, on lit de moins en moins. Malheureusement, tout le monde est branché dans ses smartphones, devant la télé, malheureusement, surtout les smartphones, les réseaux sociaux. On lit de moins en moins et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous allez voir que le taux de la démence va augmenter d'une manière exponentielle parce qu'on vieillit, mais également parce qu'on lit de moins en moins. Qui fatigue? Alors, l'hippocampe, il va commencer à diminuer de taille progressivement avec l'âge, d'accord? Mais quand cette dégradation se fait d'une manière anormale, c'est à ce moment-là qu'on va parler de la démence. D'accord? Donc, c'est un vieillissement physiologique qui peut se faire. Maintenant, qu'est-ce qui fatigue l'hippocampe? C'est notre mode de vie. C'est notre mode de vie. Quelqu'un qui, voilà, on l'a dit, qui ne fait pas de sport, qui prend des médicaments qui sont néfastes pour le cerveau, qui dort pas bien, qui est anxieux tout le temps, qui est dépressif d'une manière chronique, là, effectivement, l'hippocampe est touché d'une manière plus importante. Surtout, j'ai insisté sur le sport et j'insiste sur la prise médicamenteuse. Les médicaments, faire très attention, ça a été démontré que la prise de certains médicaments vont altérer notre mémoire. Les antibiotiques, j'ai pas d'idée, franchement, j'ai pas d'idée, il faudrait que je cherche. Mais je parle surtout des antidépresseurs, les benzodiazépines et les neuroleptiques. Alors les neuroleptiques, faites très attention quand on prescrit un neuroleptique là aussi. Il faut faire attention pour l'arrêter le plus tôt possible. Non, en général, parce que, comme vous avez dit, dans la prescription, l'indication médicamenteuse, par exemple, les médicaments qui développent la mémoire, disons qu'ils développent la mémoire, je crois qu'un patient qui est vieux, c'est toujours, il a tout un paquet de médicaments qui le suivent. Oui. Donc, à mon avis, il faut toujours essayer de minimiser le plus possible le nombre de médicaments, soit antibiotiques, soit antalgiques, soit. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est ça le grand problème, c'est que malheureusement, la personne âgée est polymédicamentée, des médicaments qui sont essentiels pour certaines maladies chroniques, mais malheureusement, on retrouve beaucoup de médicaments qui ne servent à rien. Des vitamines, des vaso-oxygénateurs cérébraux, des laxatifs tout le temps, des antalgiques par-ci et par-là. Et donc, tous ces médicaments ont des effets indésirables, des interactions médicamenteuses. Donc, c'est important d'optimiser toujours nos prescriptions, toujours revoir. Et c'est ça le rôle du médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est là. Parce que, malheureusement, bon, on n'a pas encore beaucoup de gériatres au Maroc. Le gériatre, c'est lui qui est placé pour prendre en charge, pour coordonner. Maintenant, c'est le rôle du généraliste pour collaborer avec les autres spécialistes. Le patient âgé voit 5-6 spécialistes en même temps, donc c'est pas possible. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une... Ça serait la dernière question parce que oui. Il me reste 20 minutes, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la démence. On laissera la discussion par la suite. Oui. Dernière question. Est-ce qu'il y a une réversibilité des choses, par exemple Quand l'hippocampe est touché, non. Oui. Non, malheureusement non. Actuellement, avec les avancées actuelles de la neurologie et des neurosciences. Oui, et malheureusement, quand il y a une dégradation neurologique, c'est un processus malheureusement qui est irréversible. C'est pour ça qu'on travaille dans la prévention. Il n'y a pas de médicaments, hein, vous le savez très bien, on parlera peut-être, si on a le temps. Quand la pathologie démentielle commence à s'installer, on n'a pas de médicaments qui régénèrent notre hippocampe. Ça peut-être essayer d'améliorer un petit peu notre qualité de vie, mais malheureusement, le processus est irréversible. Donc c'est pour ça que tout notre intérêt doit être fixé sur la prévention. Donc vous me permettez-moi, parce qu'il y a encore des choses à dire dans la pathologie démentielle. Oh, pardon, avant de voir les cas cliniques, parce que sinon, on va parler tout à l'heure de certaines choses. Alors, les moyens de la mémoire, la plainte musique est différente. Alors, quand est-ce que... Ça c'est une plaque intéressante, et je vous demande de bien la retenir. Quand est-ce qu'en tant que médecin
de famille ou médecin spécialiste, je suis sollicité pour dire attention, ça c'est pas normal. Parce que c'est une course contre la montre. Franchement, quand nous on reçoit des personnes âgées dans des états avancés de démence, malheureusement les carottes sont cuites, c'est terminé. Maintenant, quand est-ce qu'il faudrait faire attention, se dire attention, ça c'est pas normal. Quand vous avez ces signes-là, oubli de séquence entière d'événements. Il y a quelque chose qui vient de se passer récemment, et vous demandez à la personne âgée, est-ce que ça s'est bien passé? Par exemple, moi, récemment, avec mes patients, comment ça s'est passé l'Aïd? D'accord, bien, etc. Donc des choses qui viennent de se passer, qui marquent quand même la personne. Eh bien, des gens, cet événement qui est important dans la vie de la personne est complètement effacé de la mémoire. Et c'est récent, hein, donc l'Aïd, bon, ça fait pas longtemps. Hier, j'avais en consultation un patient de 73 ans, un avocat connu, et le diagnostic de démence a été fait récemment. Donc je lui ai posé la question, Oustad, vous avez voyagé pendant ces vacances d'été? Il m'a dit non, je suis resté à la maison. Et puis sa femme qui a écouté, c'est Ahmed, on était à Malte. Donc il a voyagé le mois d'août, il a complètement oublié qu'il a fait un voyage quand même à un pays étranger. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Donc ça c'est un premier point important. Oubli des faits récents jugés importants. Il y a des choses qui se passent récemment, rencontre d'un proche, cher, un événement qui se passe, un coup de téléphone d'un ami, et puis bref, c'est effacé de la mémoire, et ça c'est... Parce que les troubles amnésiques, c'est surtout les faits récents. Ça commence par les faits récents, et après c'est les faits anciens qui apparaissent. Hésitation pour l'orientation dans l'espace. Les gens qui se perdent dans leur espace parfois, ça c'est un petit peu un stade un petit peu avancé où les gens se désorientent, mais surtout quand ils changent de lieu, de repère, ils perdent leur repère. Je pense que vous avez eu des cas où des gens qui ont laissé leur voiture dans un parking ou dans une ruelle et puis ils se sont perdus. La voiture. J'ai eu pas mal de cas comme ça, les gens ils oublient où ils ont stationné et puis des choses comme ça. Difficulté dans les actes complexes, des choses qui demandent une certaine attention, ils commencent à avoir de plus en plus de difficultés à réaliser, des tâches ménagères parfois, ou des choses, quelqu'un qui travaille, qui a une responsabilité, il commence à avoir de plus en plus de difficultés pour réaliser certaines activités qui paraissent normales. Le malade minimise ses difficultés. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le déni de la maladie. Les gens, l'entourage constate qu'il y a des troubles amnésiques importants, mais la personne me dit, ben non, moi j'ai rien du tout, je ressens rien, je me sens bien. Et il refuse même de venir en consultation. Parfois, on a eu des cas comme ça où les gens, je suis venu, mais je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont forcé pour venir vous voir, comme ça. On se dit, bon, peut-être parce que vous avez en tant que gériatre, on touche un petit peu à tout, parce que vous avez mal un petit peu au genou, parce que vous avez de la constipation, parce que vous avez ceci et cela. Mais en fait, c'est pour ces problèmes amnésiques, et donc c'est le déni de la maladie, ça c'est un élément important. Et quand ça commence à retentir sur la vie quotidienne de la personne, hein, sur les activités faciles à faire, là, il faut comme s'habiller, comme prendre sa toilette, ça commence un petit peu à déranger. Des activités qui demandent une certaine attention. Gestion du budget. Des gens qui commencent à avoir des difficultés pour gérer leur compte, par exemple. Ils ont des difficultés pour signer parfois des chèques, pour faire la part entre des pièces de monnaie parfois. Les gens qui perdent, 20 dirhams, 100 dirhams par exemple, ou 50 dirhams, ça a été fait, ou signer un chèque, ils ne prêtent pas attention à un zéro à côté, au lieu de 10 000, ils signent un chèque sur 100 000 dirhams. Ça arrive assez souvent, donc j'ai eu pas mal de cas comme ça malheureusement. Donc là, quand même, c'est un stade un petit peu inquiétant. L'utilisation des moyens de transport, les gens qui conduisent, ils ont du mal de plus en plus à conduire une voiture. Parce qu'il y a plusieurs réflexes qui doivent être présents en même temps pour la conduite d'une voiture. Et là, ils vont commencer à conduire de moins en moins et ils vous disent « bon, j'ai plus envie de conduire ». Un petit retrait, et là, ça devrait également attirer votre attention. L'utilisation de téléphone, surtout maintenant avec nos smartphones qui sont un petit peu compliqués, mais ils préfèrent des choses plus faciles que de se perdre dans des applications un petit peu difficiles. Et puis quand ils commencent à avoir ça c'est important, les personnes âgées prennent beaucoup de médicaments, et on vous dit parfois qu'il y a des choses qui se passent
Par exemple, ils prennent un antidépresseur, au lieu de prendre un, ils prennent 2 ou 3. Et donc, on voit que des gens commencent à somnoler tout le temps, commencent à faire des chutes. Là, il faut faire attention. Il faut revoir le nombre de médicaments et la quantité. Alors, il y a certains points également qui devraient attirer notre attention, c'est l'apathie. Les gens qui ne sont plus sociables, ils commencent à se retirer un petit peu de la vie de la société. Les gens qui étaient plus ouverts, ils aimaient discuter, parler aux gens, sortir. Là, ils préfèrent plutôt rester chez eux, ne plus sortir, etc. La perte d'initiative, ce qu'on appelle le pragmatisme. Le désintérêt à faire des choses, indifférent. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai eu une patiente hier ou avant-hier. Sa fille, elle l'a pas vue depuis 3 ans, elle vit à l'étranger. Quand elle est rentrée à la maison, c'est le métier. Là, c'est quand même des choses qui devraient attirer notre attention. La négligence, les gens qui prennent plus soin de leur état d'hygiène, de leur vestimentaire, etc. Les gens qui deviennent irritables, hein, pour n'importe quoi. La personne, elle a changé rapidement. D'habitude, il est plus calme, il est plus serein, mais là, pour n'importe quoi, il commence à crier, à s'agiter. Là, c'est des signes quand même qui devraient attirer notre attention. Des idées délirantes parfois, des aberrations comportementales, parfois des gestes qui se font, qui n'ont aucune signification, parfois des paroles qui se prononcent, des mots vulgaires qui sortent d'une personne qu'on connaît bien. Donc là, c'est des éléments un petit peu inquiétants. Alors, rapidement, donc il faut faire des tests neuropsychologiques. Devant toutes ces situations, il faut faire un minimum de tests neuropsychologiques, on en reparlera. Et quand on voit que c'est pas normal, on prendra l'avis du neuropsychologue pour faire des tests encore plus poussés. Alors, il y a eu une étude, des gens qui se plaignent un petit peu de leur mémoire. Après 65 ans, bon, les gens, on l'a dit, ils se plaignent de plus en plus. On a pris 105 personnes et on leur a fait un test neuropsychologique. Sur ces 105 personnes, seulement 12% ont une maladie de la mémoire. Moralité, trouble amnésique, ça ne veut pas dire démence. Donc, il faut toujours suivre certaines étapes et pour dire est-ce que vraiment il y a une... Parce que ça peut être juste une anxiété, ça peut être une dépression, des troubles d'attention ou même des troubles cognitifs légers qu'il va falloir surveiller par la suite. Alors le moment important c'est ça, entre vieillissement normal de la mémoire, on a dit tout à l'heure, des plaintes mnésiques légers sans retentissement important sur la qualité de vie, et puis la maladie de la mémoire où on a ces signes-là qu'on a cités tout à l'heure sur les troubles mnésiques qui retentissent sur la qualité de vie de la personne, où il y a une irritabilité, de l'apathie, des troubles du comportement, de l'insomnie, la dépression, enfin tout ce qu'on a cité. Mais entre les deux, il y a parfois ce qu'on appelle un déficit cognitif qui est léger, des troubles mnésiques qui sont légers. Et c'est à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, qu'il faut intervenir pour essayer de prendre en charge correctement la personne. Alors, si vous voulez, l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer, on va dire comment elle va évoluer cette maladie. Il y a une phase préclinique où il n'y a rien, on ne sent rien, on ne voit rien. Ça prend des années. Il y a même des études qui disent que les troubles neurologiques ou la dégradation neurologique commence à se faire 20-30 ans avant l'apparition de symptômes. Il y a certaines études qui disent cela. Alors c'est ça un petit peu le challenge de la médecine actuelle, c'est de dire, avant que le processus dégénératif commence à s'installer, faisons un diagnostic précoce. C'est un challenge et on ne sait pas comment faire pour le moment, parce qu'on ne connaît pas encore véritablement la cause de cette maladie. On sait ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi, malheureusement. Et puis il y a un déficit cognitif objectivable, de quelques troubles mnésiques qui commencent à s'installer, et c'est ce qu'on appelle le MCI, le Mild Cognitive Impairment. Là, à ce stade, en tant que spécialiste, on peut faire le diagnostic à ce stade-là. Alors, le Mild Cognitive Impairment, ça peut évoluer vers une démence, comme ça peut être dû à une simple dépression qu'on va traiter correctement, qu'on va suivre, et qu'on pourrait... toutes les MCI n'évoluent pas vers la démence. Ça, c'est une notion intéressante. Pratiquement 50% qui évoluent vers la démence. Mais si on fait un diagnostic au début, ça peut empêcher cette évolution. Alors, le déficit cognitif léger, bon, ça peut être juste une plainte mnésique facile, mais sans retentissement, on l'a dit, sur la qualité de vie. Donc, les fonctions cognitives sont globalement normales. Et c'est ça le piège. C'est-à-dire que est-ce qu'il a trouble mnésique?
Oui, c'est normal, il est âgé, il nous arrive tous d'oublier des choses, etc. La famille essaie de trouver des explications, alors que ce n'est pas vrai. Quand on rentre dans les détails, quand on commence un petit peu à poser plus de questions, on s'aperçoit qu'il y a des troubles amnésiques qui existent déjà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une démence? C'est une perte de capacité intellectuelle aboutissant à la désintégration de la personnalité et entraînant au fur et à mesure une dépendance. On sait que maintenant, on a les statistiques en France, c'est 860 000 cas de malades atteints de maladie d'Alzheimer, 225 000 nouveaux cas chaque année, apparemment. C'est la première cause de handicap dès 70 ans. Et des études qui disent même dans les EHPAD, les établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes, c'est 72%. Il y a des études qui disent que 72% de patients qui vivent dans ces EHPAD-là ont une pathologie démentielle. Alors au Maroc, on ne sait pas. Il y a il n'y a pas d'études, mais juste on va dire des prévisions qui nous disent que probablement il y a entre 100 000 à 150 000, mais nous sommes persuadés que le nombre de patients atteints de démence dépasse de loin ce nombre, dépasse de très loin ce nombre. Parce que, on a parlé tout à l'heure du niveau d'éducation, d'accord. Le problème de la prise en charge des maladies chroniques, la pathologie cardiovasculaire, malheureusement, les gens n'ont pas tous accès aux soins et aux médicaments, et donc tout ça, ça retentit. Et puis le niveau d'éducation, c'est important. Ça retentit sur notre capacité cognitive. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les démences? Dans le maladie d'Alzheimer, alors il y a un dépôt de plaques séniles qui vont entraîner donc une dégénérescence neurofibrillaire. C'est quoi ces plaques-là? Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les bêta-amyloïdes. C'est une protéine qui est tout à fait anormale, qui va commencer à se déposer d'abord au niveau de l'hippocampe et après il y a une propagation vers le reste du cerveau. Et donc cette plaque qui se dépose va entraîner une neurodégénérescence et par la suite la sécrétion d'une autre protéine elle aussi toxique qui s'appelle la protéine Tau, TAU. C'est ça, si vous voulez, le processus neurobiologique qui se passe. Et maintenant, on a la possibilité, avec le développement justement de la neurochimie, de faire effectivement le diagnostic à un stade précoce. Parce qu'au début de la démence, l'IRM est tout à fait normal. On va parler, je vais vous montrer tout à l'heure des images. L'IRM peut être tout à fait normal. On fait ce qu'on appelle une ponction lombaire avec la recherche de ces biomarqueurs. Ça ne se fait pas ici au Maroc. En fait, l'étude ne se fait pas au Maroc. On fait la ponction lombaire chez nous et on l'adresse à l'étranger pour étudier ces biomarqueurs, la protéine Tau, la protéine phospho-Tau et les bêta-amyloïdes. Alors, on leur demande de bien les doser pour nous dire que, quand il y a une anomalie au niveau de ces biomarqueurs, on sait est-ce que c'est un début de maladie d'Alzheimer ou c'est une démence d'autre type. C'est très important. Alors pour les critères, ça c'est là un petit peu ce qui se passe sur le plan neurobiochimique. Il y a des critères cliniques qui sont importants à connaître. On fait référence beaucoup plus au DSM-4. Et donc c'est les pathologies, enfin les symptômes qu'on va constater, l'altération de la mémoire, l'incapacité d'apprendre des nouvelles informations, de se souvenir d'informations acquises antérieures, avec une ou plusieurs des troubles qu'on a cités tout à l'heure, problème de praxie, de phasie, donc la phasie, le manque du mot. Hein. Vous constatez parfois des gens qui ont des difficultés pour retrouver leurs mots, ou pour faire des difficultés gestuelles, hein, pour faire des petites choses faciles à faire, et ils ont des difficultés gestuelles. La gnosie, incapacité de reconnaître ou d'identifier des objets. Il y a le test que je vais vous montrer tout à l'heure du MMS, on leur montre des choses, ils doivent reconnaître ce qu'on leur montre comme objet. Et des problèmes de dysexécution, les fonctions exécutives comme planifier une tâche, organiser quelque chose. Les gens qui commencent à perdre un petit peu l'initiative pour organiser ou faire un plan ou quelque chose comme ça. Alors donc on doit avoir déjà le A1 et le A2 qui retentissent sur la qualité de vie. Ça c'est important. Avoir des symptômes, on fait référence justement à cette classification, avec retentissement. Ceci dit, il faut exclure ce qu'on a dit tout à l'heure, le syndrome confusionnel,
On ne fait pas ça quand il y a une confusion aiguë. Quand il y a une confusion aiguë, il faut toujours rechercher la cause. Ça peut être un problème métabolique, ça peut être une hypoglycémie, ça peut être une dysnatrémie, ça peut être une prise médicamenteuse, ça peut être une déshydratation. Tout ça peut donner une simple confusion. Et donc, ces critères-là ne s'appliquent pas quand il y a une confusion. Autre chose, les maladies psychiatriques vieillissantes, les gens qui ont une schizophrénie, ils vont commencer avec l'âge d'avoir des troubles mnésiques, d'accord? Et donc là, ce critère-là ne fait pas partie de la classification. Alors comment ça évolue? On va dire que les troubles mnésiques, ça passe par 3 phases, ça c'est important. Ça peut être léger, modéré, avancé. Léger quand il y a des troubles mnésiques qui sont simples, hein, le fait d'oublier, mais ces oublis commencent un petit peu à avoir un retentissement sur la qualité de vie de la personne. Ça commence à se répéter, répétition des propos vis-à-vis de l'entourage, demander la même question 3 ou 4 fois, ça commence à déranger. Le fait d'oublier à chaque fois son portable ou ses clés ou sa monnaie, ça commence un petit peu à déranger, mais à première vue, on va dire que la personne n'a rien. Donc c'est ça l'intérêt de faire les tests neuropsychologiques, c'est à ce moment-là. On peut faire l'IRM, mais l'IRM peut être normal. Les troubles cognitifs modérés, c'est comment ça commence un petit peu à retentir assez significativement sur la qualité de la personne ou sur son autonomie. Il aura du mal, même parfois, à s'habiller, à distinguer entre parfois une fourchette et une cuillère. Un yaourt, il va commencer à le manger avec une fourchette, par exemple. Ou là, des choses très faciles, et ça attire l'attention. Des difficultés pour conduire, pour gérer ses biens et tout ça. Donc ça c'est modéré. Et puis, on peut avoir des troubles qui peuvent apparaître, des troubles psychocomportementaux qui peuvent également apparaître, qui vont attirer notre attention. Et les troubles cognitifs majeurs ou sévères, c'est quand il y a un retentissement important sur la qualité, avec une perte d'autonomie. Les gens nécessitent une aide pour n'importe quelle activité ou chose, on va dire, basique de notre vie. Si vous voulez, classiquement, on parle de ça. Léger, modéré, sévère. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est une plaque intéressante qui résume un petit peu ce qu'on a dit avant de passer au cas clinique. On a des troubles mnésiques, c'est important de les connaître. La mémoire, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que la mémoire, il y a d'autres choses qui peuvent apparaître, les troubles psychocomportementaux, la dépression, l'insomnie, tout ça, ça peut être associé, ça peut parfois être une démence, peut apparaître, ou peut être le premier symptôme, ça peut ne pas être le trouble de la mémoire, ça peut être une agressivité, un trouble important de comportement, et qui peut faire le lit d'une démence, ou le premier symptôme, si vous voulez. L'examen clinique du patient, c'est très important. On vous parle de problématique, mais il faut examiner votre patient et des choses. Parfois, le regard. Le fait de rentrer dans votre salle de consultation, vous voyez, avant juste le regard, de voir un petit peu sa réaction, sa mimique, son gestuel, vous avez une idée un petit peu sur le problème neurologique qu'il a. Est-ce qu'il y a une dépression? Est-ce qu'il a un mutisme? Est-ce qu'il a un syndrome extrapyramidal, voilà, un syndrome parkinsonien, etc., etc. La rigidité extrapyramidale, c'est important. Hein, donc, dans la démence, on peut avoir une maladie de Parkinson associée à une démence. Les troubles de la marche, le ralentissement psychomoteur, c'est important. Les troubles de la parole, on l'a dit, la phasie, la dysarthrie, le syndrome frontal, parfois de l'agressivité rapide vis-à-vis de la personne. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on peut trouver dans notre examen clinique. Alors l'examen psychologique, les tests de la mémoire, on va dire un petit mot tout à l'heure. Le bilan complémentaire, c'est important de passer par un test biologique et de faire une imagerie, c'est important. Et dans certains cas, quand on a des éléments on va dire prédictifs de la maladie, il faut faire même une ponction lombaire par la suite. Retenez bien, toute la pathologie mnésique ou de la mémoire n'est pas une démence, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a d'autres types qui ne sont pas une démence, ça peut être juste une dépression, ça peut être une tumeur, ça peut être un hématome sous-dural, ça peut être une hydrocéphalie à pression normale, ça peut être. Donc une hypothyroïdie, je n'ai pas marqué. L'hypothyroïdie, ça peut avoir des troubles mnésiques dans l'hypothyroïdie chez le sujet âgé, il faut faire très attention. Et puis, dans la démence, il n'y a pas que l'Alzheimer. L'Alzheimer constitue 60% des cas. Il y a d'autres types de démence. Ça, c'est l'affaire du spécialiste, parce qu'il va distinguer entre une démence mixte, une démence frontotemporale, une démence à corps de Lévy, etc. Alors, maintenant, à votre stade, vous recevez des personnes âgées qui ont des troubles mnésiques. Premier point important,
c'est de ne pas sous-estimer ces troubles mnésiques. On l'a dit tout à l'heure, faites attention aux petits éléments qui vont vous dire que ces troubles mnésiques ne sont pas normaux. Et donc, il faut se dire, est-ce que ce n'est pas le début, justement, d'une pathologie démentielle ou autre? Faire un petit bilan sanguin, on l'a dit, ça peut être des choses qu'on peut traiter. Et savoir faire quelques tests neuropsychologiques, je vais vous les montrer tout à l'heure, faciles à faire, ça va vous aider également pour le diagnostic. Vous pouvez le faire même dans votre cabinet et savoir adresser la personne atteinte de cette trouble mnésique le plus tôt possible aux spécialistes. Alors, quel spécialiste? C'est pas le neurochirurgien, c'est pas le psychiatre, c'est nos collègues, nos amis, il n'y a pas de problème, mais pour les troubles mnésiques, c'est le neurologue et c'est le gériatre. C'est les deux qui sont mieux placés pour prendre en charge une pathologie démentielle. Malheureusement, d'accord, je vais passer au cas clinique parce que c'est important pour élucider, d'accord. Alors ça c'est important, on va dire, pour la prise en charge de nos patients. Alors tout ça, je l'ai dit. Alors je vais juste vous montrer le MMSE, donc le test MMSE qu'on fait. Donc c'est des choses, on va vous demander des questions pour avoir une idée sur l'orientation dans le temps, dans l'espace, faire rappel des mots, donc dire prononcer 3 mots et on va faire un rappel par la suite. Ça vous pouvez le trouver sur internet, il n'y a pas de souci pour ça. Voir des gestes, s'il va reproduire des images faciles, donc comme des schémas que vous voyez en bas. Faire des calculs également pour voir l'attention des gens. L'horloge. Regardez, on demande aux gens on leur trace un cercle, on met un point au centre et on leur dit de mettre les chiffres et puis mettre la petite et la grande aiguille. Par exemple, 11h10 ou 4h moins 20. Mais regardez les gens comment ils font, qui ont des problèmes de visio spatiale pour mettre en place des choses dans leur place. Regardez, parfois les chiffres qui sont complètement d'un côté, qui se répètent, ou des schémas qui n'ont aucun sens. Alors, avant de juste vous montrer quelques cas cliniques, c'est très important. Alors, j'ai 3 cas cliniques. On va les voir rapidement. C'est des cas qu'on a eu dans notre consultation. Voilà. Donc, un monsieur de 79 ans, marié, père de 3 enfants, il y a quand même un certificat d'études. Il est hypertendu, suivi pour une prostate, il est sous traitement médical, pour sa prostate et pour son hypertension. Et il vient vous voir parce que l'entourage s'inquiète, il commence à être plus ralenti que d'habitude, alors que le patient vous dit qu'il n'a rien du tout, il se sent bien, il n'y a aucun problème. Alors ça a commencé il y a pratiquement 4 ans par un ralentissement mis au départ sur le compte de la retraite. Il est parti en retraite, donc il va y avoir des troubles mnésiques qui s'installent progressivement. Après, donc, il y a eu d'autres symptômes comme une apathie, un retrait, quelques troubles de l'humeur. On s'est dit peut-être c'est parce qu'il est parti en retraite, il y a un syndrome dépressif qui s'installe. Et par la suite, on a senti qu'il y a un désintérêt, de la pragmatisme, on va dire. Donc, il se désintéresse de plus en plus à ses activités, certaines stéréotypies. Alors, à côté de ces éléments de troubles mnésiques, quelques signes dépressifs, est-ce que si vous permettez, s'il vous plaît, j'en ai des cas cliniques intéressants, encore pour 3 minutes, d'accord? 3 minutes. Ça, c'est important parce que c'est la phase la plus pour concrétiser un petit peu ce qu'on a vu. Alors, cette personne âgée qui commence à avoir des troubles mnésiques, qui commence à se retirer un petit peu, quelques symptômes tout à fait anormaux, est-ce que vous auriez aimé avoir d'autres détails? Et est-ce que vous allez demander un bilan? Oui? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme détail? Avant de passer, le bilan, on en reparlera, mais avant de faire le bilan, est-ce qu'il y a des éléments cliniques qui vous intéressent? Oui? Est-ce que, comme vous avez dit, que vous avez classé les troubles mnésiques en léger, modéré et sévère? Oui, tout à fait. Donc je crois, s'il s'agit d'un cas léger ou modéré,
bien sûr, l'interrogatoire, l'interview, le suivi de patient et les seuils tables. Mais à part ça, je crois, c'est-à-dire que c'est un tableau plutôt fonctionnel. Mais à part ça, une fois qu'on rentre dans le cadre au tableau sévère, il faut tout un bilan en bonne et due forme, c'est-à-dire l'IRM, le bilan métabolique et tout ça. Et donc, ce patient, vous n'allez rien demander comme bilan? Bon, c'est possible. Ah, ouais, c'est ça le piège, exactement. Voilà. Ben, ce patient, effectivement, quand on voit les symptômes, quelques troubles mnésiques, un désintérêt, un apragmatisme, perte d'initiative, on va dire, quelques stéréotypies parfois dans ces je les montre. Il y a des éléments qui ne sont pas normaux. C'est vrai qu'il est encore autonome, d'accord, mais il a des choses pour dire que cette plainte mnésique n'est pas du tout normale. Donc ce patient, il faut le prendre en charge dès ce stade-là. Il faut savoir un petit peu ce qui se passe, parce que l'interrogatoire c'est important. On vous rapporte ce qu'il ressent. Très bien, voilà. Sa qualité du sommeil, est-ce qu'il dort bien ou pas? D'accord. Est-ce qu'il dort bien ou pas? Ben, ce patient-là, il dort beaucoup plus le jour et même la nuit, donc il y a une somnolence très importante. Donc c'est un problème. Il n'y a pas d'insomnie chez lui, parce qu'on peut avoir soit une insomnie, soit au contraire une hypersomnie. Et donc ce patient dort de plus en plus. Qualité du sommeil. Est-ce qu'il a des hallucinations? On a parlé tout à l'heure des troubles psychocomportementaux. Ben, son épouse vous rapporte qu'il a quelques hallucinations. Il voit de temps en temps, il le dit, parce que c'est à nous de poser la question. Le patient Marigoulis-Koulchi, c'est à nous d'aller chercher un petit peu. Il a ce qu'on appelle une vision hypnopampique, c'est-à-dire qu'il voit parfois des animaux, des serpents qui passent à côté, ou le plafond, on a eu des cas comme ça. Il voit parfois des choses qui n'existent pas, des objets qui n'existent pas. Par contre, on l'a dit, donc il n'y a pas de problème, il est autonome dans son alimentation, il n'est pas instable, etc. Et il n'y a pas de négligence, on va dire, dans son hygiène de vie, son vestimentaire. Donc il est encore en bonne forme, il est tout à fait autonome. Mais il y a des choses qui inquiètent. On lui a fait le MMS. Je m'excuse, la qualité, ça c'est un patient, donc justement je l'avais fait. Alors regardez avec moi. Il a un problème, donc déjà temporal, 3/5, pour reconnaître le jour, la date. Spatial aussi, 1/5. Donc c'est des tests qu'on peut faire, bon, je pouvais trouver, mais en tout cas, il a des problèmes. Et puis, les mots, citron, on leur dit par exemple quelques mots, par exemple citron, clé, ballon. D'accord? Retenez bien ces mots-là, citron, clé, ballon. Par exemple. On leur fait un petit calcul et on leur dit, est-ce que vous vous rappelez de ces 3 mois? Le rappel des mots, il était à 0. Il ne s'est pas rappelé. Donc quand on rentre dans les détails, on voit que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Donc le MMS, quand on l'a fait, il était à 21/30. Et quand on a fait l'horloge, regardez comment il a placé les chiffres. Est-ce que c'est normal? Donc c'est une horloge qui est perturbée. Quand on rentre dans les détails, c'est des choses que vous pouvez faire dans votre cabinet, c'est facile. Mettez un cercle, un point, et dites-lui de placer les chiffres et les petites aiguilles. Je lui ai dit, mettez 4h moins 20. Regardez 4h moins 20, comment il est. Donc la place des aiguilles n'est pas bonne, et la place des chiffres n'est pas bonne. Alors, je passe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a? L'IRM. Alors, vous voyez les tâches, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Il y a une atrophie cortico-subcorticale très importante qui intéresse tout le cerveau avec une légère dilatation ventriculaire. C'est la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les hippocampes. Ils sont atrophiés. D'habitude, les hippocampes sont beaucoup plus importants que cela. Donc il a une atrophie hippocampique qui signale quoi? Qui signale qu'il a une maladie d'Alzheimer. Eh bien, c'est ça, parce que ce n'est pas question de temps, parce que parfois, on prend en charge les patients à un stade. Ils ont les symptômes, ils ne viennent pas consulter. Et le processus, peut-être qu'il existait bien avant, les symptômes existaient bien avant. C'est depuis 4 ans que la famille a constaté ça. Lui, il vous dit qu'il est venu, il vous dit, j'ai rien. C'est vrai que je ressens parfois un petit ralentissement, mais quand vous rentrez dans les détails, là, vous allez constater quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout normales. L'axe du maladie d'Alzheimer, avec aussi bien les tests neuropsychologiques qui sont en faveur que l'IRM. Donc,
on va parler du traitement aussi parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, le deuxième cas clinique, c'est important. Regardez, c'est une dame qui a 81 ans, qui habite chez sa fille, qui est autonome elle aussi pour ses activités de la vie quotidienne, qui a un diabète, ça va, gentil, sous traitement, une arthrose des genoux. Et sa fille a constaté depuis 6 mois l'apparition de troubles mnésiques déférescents. D'accord, ça fait 6 mois. Troubles mnésiques déférescents, associés à une apathie, une tendance à l'agressivité verbale vis-à-vis de son entourage, à la désinhibition et l'apparition de stéréotypies gestuelles. C'est une dame qui aimait taper ses mains de temps en temps. On ne comprenait pas pourquoi. Donc, il y a des symptômes qui ne sont pas normaux, des troubles mnésiques, d'accord, l'apathie, une certaine agressivité verbale qui n'est pas du tout habituelle, et certaines stéréotypies, on va dire, gestuelles. Elle a été vue par son médecin traitant, il n'a pas constaté de déficit neurologique, mais ce qui était un petit peu bizarre, c'est que cette dame, elle réagissait d'une manière un petit peu démesurée, par parfois des mots qui sont mal placés, vis-à-vis d'un médecin quand même, qui la suit, qui la connaît. Sur le bilan, alors il a une HbA1c à 6,3%, une créatinine à 11 avec une DFG à 45 000 par minute, une hémoglobine à 11 grammes, une VGM à 102 et des réticulocytes à 45 000. Une petite anémie macrocytaire. Alors, quelles sont vos remarques déjà sur cette patiente? Vous avez quelques réflexions? Et est-ce que vous allez demander un bilan complémentaire? Pardon? Très bien. Très bien. Voilà. C'est ça, exactement. Elle a un syndrome frontal. Cette désinhibition, cette agressivité, cette installation rapide, 6 mois. Donc, c'est quelque chose qui devrait attirer votre attention. Ce n'est pas le processus qui évolue lentement. On peut avoir une démence qui évolue comme ça, mais c'est des choses qui un petit peu fines. Bravo. Donc, effectivement, elle a un syndrome frontal, cette dame. Bon, on l'a examinée, mais il y a quelque chose également sur le bilan. C'est une dame qui est diabétique. Elle est sous glyméperide, d'accord. Elle a une HbA1c à 6%. Est-ce que vraiment, à cet âge-là, une dame à cet âge-là, est-ce que vraiment l'hémoglobine... Donc, j'ai un atelier tout à l'heure sur l'objectif glycémique chez sujet âgé. Attention, elle fait des hypoglycémies probablement, et les hypoglycémies, c'est néfaste pour le cerveau. Donc là, il faut revoir les médicaments qu'elle prend. Elle a une anémie macrocytaire. D'accord? Est-ce que vous allez vous arrêter là? Non. On demande un bilan. D'accord? Et on tombe sur quoi? Sur un déficit en folate. D'accord? La vitamine B12 est normale. Vous avez un déficit en folate. Vous avez quand même des signes de dénutrition qui commencent. Elle a mis à 30 grammes. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Ça ne veut rien dire. Et il y a un déficit en folate. Donc, est-ce que vous allez vous arrêter là, traiter votre patiente, ou vous allez encore pousser vos investigations? Faire une IRM. Regardez. Une grosse tumeur, un méningiome, une grosse tumeur frontale. D'accord? Donc, c'est un cas réel, c'est des images que j'ai prises moi-même. Donc, c'est un cas réel de syndrome frontal où il y a une tumeur importante. Donc, il faut pas, même si vous avez un déficit en vitamine B12, en folate, vous traitez. Même si vous avez une dysthyroïdie, vous traitez. Mais quand il y a quelque chose qui inquiète, faites quand même l'IRM, vous allez trouver des choses. Alors, le dernier cas clinique, et ça sera la fin de mon exposé. Monsieur Bouquet, 76 ans, père de 3 enfants, retraité. Il a une hypertension. Bien contrôlé, et depuis 2 ans, il a un ralentissement avec des troubles de la marche responsable d'une chute sans grandes conséquences. Mais il a des troubles de la marche et un ralentissement psychomoteur important. Et son épouse a également constaté l'apparition de troubles de la mémoire déférescents, oubli d'objets, répétition des propos. Donc c'est vraiment le trouble mnésique qui commence à s'installer quand même. Et un élément qui commence à inquiéter l'entourage, surtout, c'est incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, ça inquiète l'entourage, bien sûr, et ça inquiète la personne. C'est un facteur de problème, notamment de chute et d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce que vous allez... Il y a quelque chose qui... Il a effectivement un syndrome parkinsonien, une rigidité, mais est-ce que vous allez demander quelque chose? Oui, on peut le faire, mais essayez de revoir tout ça dans le contexte. Regardez, syndrome, enfin, ralentissement psychomoteur, vous avez un léger syndrome extra-pyramidal, des troubles de la marche, de l'incontinence. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est quoi ça? C'est une hydrocéphalie.
d'accord? Il a une hydrocéphalie à pression normale. Donc il y a une dilatation ventriculaire, donc la PL montre une pression normale avec une hydrocéphalie, donc voilà. Et donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais s'arrêter au fait que trouble mnésique, retenir sur la qualité de vie, ça veut dire Alzheimer. Il y a d'autres pathologies qu'il va falloir chercher et confier le patient rapidement aux spécialistes. C'est important, c'est un travail d'équipe. La gériatrie, c'est comme ça, c'est le médecin généraliste qui est le maillon de la chaîne, qui est au milieu de la prise en charge, mais qui doit absolument collaborer et travailler avec les autres spécialistes, notamment le gériatre. Oui ? Là, on s'est arrêté là. Quand est-ce qu'on fait la PL? Quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Quand vous avez des troubles mnésiques qui dérangent, quand même, on se dit que ce n'est pas normal. D'accord? Quand on fait une IRM et qu'il revient normal, là, on peut faire une ponction lombaire et ça peut nous aider. Mais quand vous trouvez quelque chose, non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. D'ailleurs, c'est coûteux. Et donc, il faut trouver un laboratoire pour adresser ça à l'étranger. Bon, je ne sais pas si ça se fait à Rabat, mais à Kazan, on l'adresse à l'étranger. Non, il y a... Non. D'accord, effectivement, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter parce qu'effectivement, ils ont un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais quand il n'y a pas de symptômes, quand la personne se sent bien, vous insistez sur la prévention. C'est la qualité de vie, c'est le sport, c'est voilà, c'est ça, c'est éviter les médicaments qui sont nocifs. Oui. Est-ce que l'Alzheimer, le diagnostic d'Alzheimer est clinique ou bien est-ce qu'il est impérativement paraclinique? C'est un faisceau d'arguments. C'est aussi bien la clinique que l'imagerie que parfois la recherche des biomarqueurs. C'est pas aussi facile que cela. Et puis, ah oui, bien sûr. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez je vous donnerai la parole. Vous avez des symptômes qui sont anormaux. D'accord? Vous avez un test neuropsychologique qui peut être parfois normal, mais c'est important de faire un MMS, au moins un MMS, un test de l'horloge. Après, on peut confirmer le malade au neuropsychologue qui peut constater d'autres anomalies. D'accord? Vous pouvez faire l'IRM qui peut être normal et on peut avoir on l'a dit, maladie d'Alzheimer, au début, l'imagerie est tout à fait normale. D'accord? Donc c'est un petit peu de tout. La clinique, les tests neuropsychologie, l'imagerie, la recherche des biomarqueurs. C'est pas toujours aussi facile. Oui. Quand on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a une place au traitement médicamenteux, les médicaments anti-Alzheimer? Oui. Donépésil, mémantine. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, d'abord, ça, j'ai pas eu le temps, mais on peut discuter si vous voulez un petit peu abandonner votre pause. Moi, ça me dérange absolument pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein? C'est important, on discute. Très bien. Alors, le traitement. Les avis sont partagés, d'accord, pour les médicaments, on va dire, qui sont prescrits dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle les anticholinéstergiques et la mémantine, les deux médicaments qui existent pour le moment. Les avis sont partagés, il y a des auteurs qui sont pour le traitement, d'autres qui se disent que bon, ça ne sert pas à grand-chose, d'ailleurs c'est cher et parfois il y a des effets indésirables. Bon, franchement, moi je vous parle un petit peu de notre expérience et puis l'école où on a travaillé. Oui? Pardon? Il n'y a rien dans le stade infraclinique. Non. Ben c'est ça, infraclinique, ben on ne sait pas comment faire le diagnostic. C'est ça le challenge, on l'a dit. On ne sait pas à un stade infraclinique quand il n'y a rien. Il y a des anomalies qui se passent au niveau neurologique, biochimique, mais on n'a pas de diagnostic pour le moment. Mais pour répondre à la question sur les médicaments, parce que là c'est important. Message numéro 1. Ne pas nuire au patient en donnant des médicaments qui ne servent absolument à rien. Au contraire, qui vont altérer sa qualité de vie. C'est ça mon message important. C'est de ne pas prescrire des benzodiazépines comme ça parce que le patient ne dort pas. De donner neuroleptique parce qu'il est agité. De donner ceci ou cela parce que ceci. C'est d'abord, si on prescrit, on sait pourquoi on a prescrit et pendant quelle période. Ça, c'est le premier message important. Deuxièmement, quand on prescrit, c'est des médicaments bien choisis, c'est des molécules bien choisies, pas n'importe quelle molécule, et une dose adaptée, start low and go slow. Commencez par une petite dose et augmenter en fonction de la tolérance et de la réponse au traitement. Pour les médicaments de l'Alzheimer, alors les anticholinéstergiques,
nous, enfin notre école, on les prescrit. Ne serait-ce que ça permet, on l'a constaté, je ne sais pas si elle a le même point de vue que moi, mais on a constaté quand même que ça améliore la qualité de vie de la personne. Ils ne sont plus remboursés en France. Ils sont plus remboursés en France parce que, pourquoi? Je vous dis tout simplement, parce qu'il y a eu une grande polémique. Donc, en tout cas, les gériatres et les neurologues continuent à les prescrire, mais il y a eu une grande polémique, etc. Bon, il y a eu des gens derrière, comme dans l'ostéoporose, comme dans les statines et tout ça. Donc, on se dit que... Mais en réalité, dans notre pratique quotidienne, c'est des médicaments qui améliorent la qualité, mais surtout à un stade précoce. Quand vous avez un stade qui commence un petit peu à avancer, un stade modéré ou un stade sévère, ça ne sert absolument à rien. Alors, dans le stade modéré, on a une préférence beaucoup plus pour la mémantine, non pas l'anticholinergique. L'anticholinergique, c'est un stade léger, le stade 1, on va dire, d'accord, le donépésil ou la rivastigmine, ou, enfin. Mais ça, c'est juste pour vous dire que, attention, c'est pas parce que c'est un conseil, c'est des médicaments de prescription réservés aux spécialistes. D'accord. En fait, c'est les gériatres, les neurologues et les psychiatres qui précisent pourquoi. C'est pas parce qu'il y a une sous-estimation, loin de là, tout simplement parce que est-ce que c'est le bon médicament ou pas? Parce qu'il y a des choses, avec l'expérience, on sait est-ce que ça va marcher ou pas. Et deuxièmement, est-ce que véritablement c'est une démence ou pas? Le diagnostic de la démence se fait par le spécialiste. Et deuxièmement, parce que c'est des médicaments qui ont des effets indésirables et qu'il faut savoir gérer. C'est pas évident. Le fait d'accompagner, j'ai plein de messages vocaux dans mon WhatsApp, tous les jours, je reçois des messages. Vous avez prescrit ce médicament, le patient dort de plus en plus, il commence à tomber, il commence à vomir, il commence ceci, c'est pas le fait de faire un diagnostic, de prescrire, ça c'est possible, mais le fait d'accompagner et de suivre et de savoir changer de molécule, c'est ce qui est un petit peu astreignant pour l'accompagnement des malades d'Alzheimer. Oui. Oui, je dis, on fait une ponction lombaire, et on l'achemine à l'étranger pour rechercher les biomarqueurs justement. Alors il y a deux choses, on dose la bêta-amyloïde et la protéine tau. La bêta-amyloïde, parce qu'elle va se déposer au niveau du cerveau, et sera comment? Élevée ou augmentée? Augmentée ou basse? Basse, parce qu'elle va se déposer. Il y a une neurodégénérescence, une toxicité cérébrale, le cerveau qui commence à sécréter la protéine tau, donc on aura une augmentation de la protéine tau dans le LCR. Augmentation de protéine tau, diminution de bêta-amyloïde. C'est ça un petit peu la neuro... Là, il n'y a pas de médicament. Non, c'est ça. Plein d'études. Il y a plein d'études de l'immunothérapie, l'interféron. Il y a plein d'études. Pour le moment, malheureusement, on ne sait pas encore. Bon, je crois qu'une dernière question et on arrête. Hein? Allez, une dernière question. Il y a des tests qui ont été validés, qui font appel justement aux objets, aux schémas, aux dessins. Il y a des tests qui sont un petit peu plus adaptés à notre contexte. Pardon? Des tests valides qui se font dans les pays maghrébins, même en France. C'est vrai que le problème du MMS, c'est que ça demande au moins un niveau d'éducation, parce qu'il faut écrire, il faut dessiner, il faut répondre au calcul et tout cela. Mais il y a des tests qu'on a l'habitude de faire qui ne sont pas très utilisés, mais quand même qui ont un certain avantage pour distinguer. Mais le neuropsychologue, il utilise beaucoup de choses. Il y a d'autres, les Gruber-Bush, il y a beaucoup d'autres tests qui se font pour faire la part. Oui, tout ça, Clay? Oui. On a parlé hier du diabète, qui consomme beaucoup de temps, de médication et tout ça. Le sujet âgé, en 5 minutes, comment, 3 petites choses pour voir la pleine phénésie, détecter les sujets à envoyer chez un spécialiste. Donc ça, c'est, je crois que le plus important, c'est insister sur ces 5 minutes qu'on a avec un sujet âgé d'entretien. Quelles sont les bonnes questions à poser pour savoir si vraiment il a un problème de 5 minutes pour les enfants. Oui, c'est ça, effectivement, le grand challenge de la prise en charge. Oui, je vous donne la parole. Donc, effectivement, il faut savoir qu'une consultation de gériatrie, ça prend au moins 30 minutes.
Ça peut aller jusqu'à 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ça dépend du contexte. Donc, pour une consultation de médecine générale, j'imagine que ce n'est pas tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait d'accord. Maintenant, quand est-ce qu'une plainte mnésique devrait vous inquiéter? Effectivement, quand cette plainte mnésique n'est plus habituelle, ça commence à retentir et à répéter, à retentir sur la qualité de vie de la personne. Il y a des choses qui se passent. Ils vous disent, j'ai constaté la dernière fois un téléphone au niveau du frigidaire. Est-ce que ça c'est normal? Par exemple, c'est des petites choses de rien du tout. Le patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, parfois il place des choses dans des endroits qui sont inhabituels. Par exemple, l'alimentation dans un miroir, dans un armoire, pardon. Donc, des choses qui sont inhabituelles. Et on commence à répéter les propos plusieurs fois, 3, 4 fois, répéter plusieurs questions, à se perdre, parfois à avoir des difficultés pour reconnaître les noms de ses petits-enfants. Des petites choses comme ça, c'est à ce moment-là qu'il va falloir adresser, ou quand il y a une dépression, qu'on n'arrive pas à juguler par un antidépresseur. Oui? S'il vous plaît. Devant un patient normal qui vient pour un diabète ou une HTA, voilà, c'est lors de cette consultation, 3 petites questions pour voir un petit peu. Je voulais voir un cas, là, mais un cas très particulier pour... L'orientation dans le temps, l'espace, tout ça, ça peut aider à détecter Tout à fait. la plainte du patient et avant la plainte de l'employeur. Alors, s'il vous plaît, juste une question, enfin un partage plutôt. Il y a parfois un cas que je connais. Il y a eu des troubles mnésiques et dans le diagnostic était très difficile à faire. Donc, une IRM tout à fait normale. Le taux, donc le bilan biologique suite à une ponction lombaire de taux et tout normal. Et il s'est avéré un Gougerot positif. Et c'est avéré une maladie auto-immune qui a fait, par quelque chose de rarissime, une atteinte centrale. Il y a certaines maladies auto-immunes, effectivement, c'est des cas rares. C'est des cas rares de maladies de connexivite, de lupus ou de Gougerot. Avec une atteinte neurologique, c'est possible. Mais bon, ça reste quand même des cas très, très rares. Il faut savoir également que certaines maladies qui touchent la mémoire, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de prendre en charge les maladies fibromyalgiques. D'accord? La fibromyalgie, ils se plaignent énormément de leur mémoire, mais c'est des problèmes de concentration. Quand on fait un rappel, c'est facile. Le rappel, l'indissage se fait rapidement. Mais il n'y a pas d'atteinte cognitive proprement dite, c'est juste le stress et la dépression, etc., qui donnent ces troubles de concentration. Bon, je remercie le professeur Dreli Mustafa.